Conte Zéro de William Gibson, traduit de l'anglais par Laurent Kessy, lu par Nicolas Germag. C'était tellement facile. La mort. Il s'en rendait compte désormais. Elle arrivait d'un coup. On merdait un poil et elle débarquait, froide et sans odeur, des quatre coins de cette pièce pourrie, le salon de sa mère, à Barrytown. Putain, se dit-il. 2 par jour va bien se foutre de ma gueule. Première sortie et je me plante comme un Wilson. L'unique bruit de la salle provenait du bourdonnement léger et régulier de ses dents qui vibraient, spasme supersonique de la rétroaction qui s'attaquait à son système nerveux. Il regarda sa main figée, tremblant délicatement à quelques centimètres du bouton de plastique rouge qui aurait pu interrompre la connexion qui le tuait. Merde! Il s'y était mis tout de suite, à peine rentré chez lui. Il avait inséré le brise-glace loué à 2 par jour, s'était branché et avait entré les coordonnées de la base qu'il visait comme première cible. Il pensait que c'était ainsi qu'il fallait s'y prendre. T'en as envie, alors n'hésite pas. Il n'avait la petite interface Ono Sendai que depuis 1 mois, mais ne voulait pas rester un bisu de Barrytown. Bobby Newmark alias Conte Zéro, mais c'était déjà fini. Les histoires ne s'achevaient jamais ainsi. Pas tout au début. Dans une série, la nana du héros hacker ou peut-être son partenaire débarquerait, lui arracherait les trodes et appuierait sur le petit bouton rouge. Et il s'en sortirait. Mais Bobby était seul. Son système nerveux autonome submergé par les défenses d'une base de données à 3000 km de Barrytown. Et il le savait. Ces ténèbres imminentes possédait une certaine harmonie, une magie qui lui offrait un aperçu du charme infini de cette pièce, avec son tapis couleur tapis et ses rideaux couleur rideaux, son canapé modulable en mousse sombre et miteux, le cadre de chrome anguleux qui soutenait un module de divertissement Hitachi, acheté 6 ans plus tôt. Il avait pris bien soin de fermer ses rideaux en prévision de sa plongée. Mais désormais, étrangement, il lui semblait tout de même qu'il pouvait voir dehors, là où les appartements de Barrytown redescendaient de leurs vagues de béton pour se briser contre les tours plus sombres de la cité. Cette crête d'immeubles se hérissait d'une fine fourrure insectoïde d'antennes et de paraboles en fil de fer reliés par des alignements d'étendoirs. Sa mère adorait s'en plaindre. Elle avait un sèche-linge. Il se rappela ces jointures blanches sur l'imitation de bronze de la balustrade du balcon, rides sèches au niveau du pli du poignet. Il se souvint d'un garçon mort évacué du grand parvis sur une civière en métal, emballé dans du plastique de la couleur d'une voiture de flic. Sa tête avait heurté le sol après une chute. Chute, tête, Wilson. Son cœur s'arrêta. Il eut l'impression de tomber sur un côté, comme un animal qui aurait reçu un coup de pied dans un dessin animé. 16 secondes de la mort de Bobby Newmark. Sa mort de bisu. Et quelque chose s'approcha. Indicible immensité, par-delà le point le plus éloigné qu'il ait jamais connu ou imaginé. Puis il le toucha. « Que fais-tu ? Qu'est-ce qu'ils te font ?» Voix de fille, cheveux bruns, yeux sombres. C'est en train de me tuer, enlève-le. Yeux sombres, étoile du désert, t-shirt marron, cheveux de fille. C'est une ruse, tu vois. Tu crois seulement qu'il t'a eu ? Regarde. Je suis là, moi aussi, et tu n'es plus dans la boucle. Et son cœur se souleva et lui renvoya son déjeuner d'un coup de ses pieds rouges de dessin animé. Spasme galvanique de cuisses de grenouille qui le propulsèrent hors de son siège et lui arrachèrent les trottes du front. Sa vessie se vida lorsque son crâne heurta le coin du Hitachi et quelqu'un disait « Merde !» dans l'odeur de poussière du tapis. La voix de fille avait disparu. Pas d'étoile du désert, impression fugace d'un vent froid et d'une pierre érodée par l'eau. Puis sa tête explosa. Il le vit clairement, de très loin. Comme une grenade au phosphore. Lumière, blanche,